Voyage en récit, Pierre Magnard et Geoffroy Scrive. Pierre Magnard, nous nous retrouvons pour parler une fois de plus dans cette émission de Voyage en récit sur RCF en Finistère. Aujourd'hui pour parler d'une correspondance qui vous touche personnellement tant par les sujets évoqués dans cette correspondance que par les protagonistes que sont la philosophe Simone Weil. Nous en avons certes déjà parlé, mais pas dans ce cadre-là de sa correspondance avec le poète de Carcassonne, Joë Bousquet. Joë Bousquet, donc, ancien combattant de la Première Guerre mondiale, qui sera blessé à la toute fin de cette guerre en 1918 d'une balle dans le dos qui le paralysera pour le reste de ses jours. Il passera le reste de ses jours alité. Et si nous parlons de cette correspondance, c'est qu'elle fait suite à une ou deux rencontres entre Simone Weil et donc ce poète chez lui à Carcassonne, à la Semaine Sainte de 1942 qu'elle voulait passer en l'abbaye d'Encalcat, ne serait-ce que pour entendre la beauté du chant grégorien. À Joë Bousquet, paraplégique depuis 1918, en ce printemps 1942, Simone Weil veut révéler le sens de cette souffrance indicible qu'il supporte depuis lors. Parce qu'il a pris une balle dans le dos, hein, c'est ça? Il a reçu en 18, à quelques jours de la fin des combats, une balle qui est venue dans la colonne vertébrale et qui l'a rendu paraplégique. Il est donc paralysé et il est là dans d'indicibles souffrances car on ne sait pas apaiser la douleur due à cette blessure, à attendre la mort en s'interrogeant sur le sens de l'épreuve qu'il subit. Et c'est cela qui fascine Simone. C'est cela qui la fascine et qui l'amène à écrire une très longue lettre à Joë Bousquet, celle que retiendra Florence de Lucy dans ses textes choisis, qui porte essentiellement sur ceci. Il y a un point dans notre vie, un point que nous aménageons au point de vue, un point que nous aménageons en point de puissance, de souveraineté, de domination. Et c'est ce que nos philosophes, depuis l'âge classique, appellent le sujet. Or, le point qui constitue le centre de tout ce qui reste de vie à Joë Bousquet n'est pas de cet ordre-là, car ce n'est pas un point de gloire, c'est un point d'infamie. Ce n'est pas un point de grandeur, c'est un point de misère. Ce n'est pas un point de jubilation, c'est un point de souffrance. Alors justement, puisque vous parlez de la souffrance, moi j'ai deux questions. C'est la première toute simple. Comment Simone Weil a-t-elle entendu parler de Joë Bousquet? Et deuxièmement, comment leur relation, leur première et seule rencontre, puis leur correspondance, lui a permis à lui de comprendre et d'accepter, de tolérer ou d'agrandir sa souffrance? Eh bien, le père Perrin a été l'intermédiaire, mais Gustave Thibon a été une sorte d'entremetteur. Ah, il connaissait Joë Bousquet. Il connaissait Joë Bousquet. Gustave Thibon était ancien combattant de la guerre de 14 et il était plein d'admiration et de compassion pour Joë Bousquet, qui était un peu son voisin et qu'il allait depuis Saint-Marcel d'Ardèche assez souvent visiter. Parce que qu'est-ce que faisait dans la vie civile Joë Bousquet? Il était cultivateur, il était philosophe, il était gravataire, essentiellement. Et avant la guerre? Ah, je sais pas. Mais il était gravataire, puisqu'il ne pouvait pas se mouvoir. Et alors, la réflexion de Simone Weil est très étrange. Notre vie est suspendue à un point, qui est un point d'avantage, de maîtrise, de faire valoir, de domination, dont nous avons fait le point de vue sur le réel. Et alors, après avoir passé ces 2 heures de conversation entre minuit et 2 heures du matin avec Joë Bousquet, elle est repartie avec le sentiment qu'elle venait de vivre une expérience sans précédent. Le point auquel notre vie est suspendue n'est peut-être pas toujours le sujet, car
en Jo Bousquet, elle voit quelqu'un dont toute la vie est ordonnée à ce point douloureux, à ce point de souffrance indicible. Oui, dont il ne peut pas s'échapper, qui restera... et qui est, disons, le point origine de toutes ces représentations, puisque tout est ordonné à ça. Le point origine de toutes ces pensées, le point origine de toutes ces imaginations, tout part de là. Autrement dit, Jo Bousquet n'a jamais pu se payer le luxe, depuis sa blessure, de se constituer sur le mode du sujet, puisque on ne peut pas faire d'un point aussi douloureux un sujet au sens que la philosophie a donné à ce terme. Et pourtant, ce point est essentiel, car il représente le rapport entre Jo Bousquet et le monde, le rapport entre Jo Bousquet et le réel, car, comme elle le montre, Simone Weil, c'est le monde tout entier qui est entré dans la vie de Jo Bousquet, qui s'y est précipité. C'est le monde tout entier qui est venu, en quelque sorte, fracasser la vie de Jo Bousquet. Mais alors, si c'est le monde, c'est Dieu aussi. Et c'est ça, l'interrogation de Simone Weil. Son rapport avec Dieu, qui devrait être donné par un ancrage heureux avec le monde, est un rapport essentiellement douloureux, quasi insupportable. Le monde s'est inscrit dans la vie de Jo Bousquet, mais la volonté de Dieu s'est sans doute aussi inscrite dans le destin de Jo Bousquet sur le mode de cette épouvantable souffrance. Et alors, Simone Weil s'interroge. Que signifie pour vous, Jo Bousquet, cette souffrance, puisqu'elle témoigne de votre seul rapport au monde, puisqu'elle témoigne de votre seul rapport à Dieu? Qu'est-ce qui vous reste? Considérez que l'existence ne peut être que douloureuse. Alors à partir de là, la lettre va essayer de tirer les conséquences d'un tel constat. Les conséquences d'un tel constat, c'est une vie ordonnée à un point infiniment douloureux. Autrement dit, le rapport au monde extérieur, le rapport à la nature, le rapport à l'existence, le rapport aux autres, le rapport à Dieu n'est connu que sur le mode de la douleur. Et c'est cela qui amène Simone Weil, premièrement, à relativiser notre rapport au monde qui s'effectue en douceur, à travers l'aménagement d'un sujet pensant, d'un sujet voulant, d'un sujet capable d'affection, d'un sujet parlant. Tout cela est une sorte d'aménagement plaisant, aimable, favorable, mais qui n'a qu'une valeur relative, et qu'il faut savoir relativiser quand on voit ceux pour qui l'existence se centre sur un point de douleur. Cette balle dans l'épine dorsale qui a fracturé la colonne vertébrale et rendu Jo Bousquet infirme, et ce par quoi Jo Bousquet se situe dans le monde, ce à partir de quoi il se représente quoi que ce soit, ce à partir de quoi il évalue sa propre vie et ordonne sa propre existence. Autrement dit, Simone Weil veut relativiser l'existence ordinaire qui, chez tous les êtres normaux, est ordonnée à un sujet qui prétend administrer nos existences, les centrer et les diriger. Est-ce que ce n'est pas le comble de l'imposture que de se fier à une construction relative à notre histoire et à notre état de santé? Car qu'est-ce qu'elle trouve en Jo Bousquet? Quelqu'un dont l'existence se centre tout autrement sur un point de douleur. Et c'est ça, la grande leçon
de la lettre à Joe Bousquet, cette relativisation d'une existence qui cherche sa justification en elle-même dans la construction factice et peut-être totalement illusoire d'un sujet pensant. Comment vous-même, Pierre Magnard, avez-vous été porté à connaître ces lettres? Qu'en avez-vous pensé la première fois que vous l'avez ou que vous les avez lues? La première fois que je l'ai lu, c'est lorsque mon élève Isabelle Raviolo m'a fait l'hommage d'une petite publication très discrète qu'elle avait fait elle-même dans une maison d'édition très confidentielle qu'elle avait fondée, et qu'elle m'envoya ce texte en méditation. J'ai été complètement bouleversé, car la lettre de Simone Veil à Joe Bousquet emporte tous les réconforts d'une philosophie du sujet. Et à partir de cette date, j'ai eu un doute, plus qu'un doute, un soupçon, à l'encontre des philosophies du sujet, dont j'aurais cru auparavant qu'elles étaient dans la nature même de l'homme, une sorte de centration que l'on ne saurait manquer et à laquelle on était obligé de se référer. Eh bien, j'avais là la preuve que ce n'était que quelque chose de factice, d'artificiel, de relatif, de réconfortant, que l'on construisait pour son propre confort, pour sa simple justification d'exister, ce qui rendait désormais à mes yeux les jugements du sujet à caution, c'est le cas de le dire, et devant être relativisés aussitôt qu'ils sont avancés. Parce que là, on a la confrontation avec quelqu'un qui vit dans sa chair une souffrance permanente, réelle. Donc, vous voulez dire par là que les textes, la philosophie s'arrête devant ce qui est réel, quoi. On peut pas reconstituer la conversation qui a eu lieu entre Joe Bousquet et Simone Veil. Mais ce que l'on sait par Simone Veil, c'est que Joe Bousquet était en quête d'une justification d'exister, autrement dit d'un sens de son existence. Or, ce qu'il fallait commencer par dire, c'est que ce n'était pas la création ou l'institution du sujet qui donnait sens. Je dis bien l'institution du sujet, parce que ce sujet, dans la philosophie, a voulu faire un sujet constituant. Vous voulez dire la souffrance? Non, le sujet pensant, le sujet de la philosophie, dont a voulu faire un sujet constituant, m'apparaissait depuis longtemps déjà, c'est-à-dire depuis ma rencontre avec Maurice Merleau-Ponty, depuis aussi mon dialogue avec Heidegger, m'apparaissait comme un sujet institué et non pas constituant. Et ce sujet institué avait des prétentions à l'institution, c'est-à-dire il voulait être instituant. Instituant, c'est-à-dire qu'il décidait de toutes les valeurs et significations autour de nous. Tandis que constituant, on dit bien ça constitue, c'est-à-dire qu'il y a une construction derrière, il y a une édification dans le réel. Le sujet constituant, c'est en gros, si l'on veut, le sujet pensant, le sujet kantien. C'est le sujet kantien, dont on sait qu'il avait fait l'objet, dans les années 30, à Marbourg, d'une intense déconstruction, cette déconstruction qui devait se manifester par des chefs-d'œuvre philosophiques, le commentaire de Nathorp, le commentaire de Cohen de la critique de la raison pure, mais aussi, bien sûr, le commentaire de Cassirer dans les formes symboliques, dans la philosophie des formes symboliques, et bientôt le commentaire déconstructif de Martin Heidegger dans Sein und Zeit, puis dans Kant et le problème de la métaphysique. Est-ce que, pardon Monsieur Magnard de vous interrompre, mais est-ce que l'on sait qu'est-ce qu'a pu penser justement Martin Heidegger de Simone Veil? Est-ce qu'il a pu lire les textes de Simone Veil? Est-ce que des gens comme Jean Beaufret lui ont porté ou lui ont posé des questions sur les textes de Simone Veil? C'est une de mes préoccupations. Je n'ai pas encore trouvé le lien. J'ai établi le lien très fort qu'il y avait entre Martin Heidegger et l'abbaye bénédictine de Beuron. Oui, nous en avions parlé d'ailleurs. Le lien très fort qui fait qu'il était pétri de spiritualité bénédictine. Mais est-ce que Simone Veil était parvenu jusqu'à lui? Ça, quand le message aurait-il pu passer?
car Simone Weil meurt à côté de Londres Oui. en 43, Oui. et elle ne commence à être connue en France qu'à partir de 45, Oui. quand Gustave Thibon Publie La pesanteur et la en grâce. 47, il publie 47. La pesanteur et La la pesanteur grâce. et la grâce. C'est très tardif, Oui. C'est 47. Oui, mais Martin Heidegger mourra, je crois, dans les années 75, non? Donc il aurait peut-être plus tard encore. Plus tard encore, il aurait peut-être pu... Il aurait peut-être pu, oui. Parce qu'il meurt plus tard encore. Mais moi, ce qui m'a frappé, c'est que quand nous parvient la pesanteur et la grâce, et quand nous parvient à peu près, peu à peu, toute cette littérature, puisque moi-même, j'ai connu Simone Pétrement dans les années 47. J'ai connu Simone Pétrement en 47, oui. Et c'est Simone Pétrement qui m'a révélé la personne de Simone Weil. Oui. Sans doute, j'avais reçu des mains même de Gustave Thibon La pesanteur et la grâce, mais pour moi c'était un peu une énigme si je n'avais eu la chance de converser très longuement avec Simone Pétrement pour me donner les tenants et aboutissants de cette œuvre étrange. Oui. Et c'est Simone Pétrement qui devait me faire lire par priorité la source grecque. Oui. Mais ce que je voulais dire, c'est que dans les années 46, 47, 48, 49, 50, la philosophie vit une critique de la notion de sujet. Elle est dans l'air, cette critique. Et c'est pourquoi j'inscris la lettre de Simone Weil à Jean Bousquet dans le contexte de cette critique. Elle est dans l'air, cette critique de la notion de sujet, et c'est Maurice Merleau-Ponty qui nous fera passer ses élèves de la conception d'un sujet constituant à un sujet seulement instituant, et peut-être même pas instituant, mais purement et simplement institué. Oui. Car le sujet constituant, c'est celui qui, à partir des formes a priori de la sensibilité, l'espace et le temps, et des concepts de l'entendement, tels que les établit l'analytique transcendantale, nous montre comment l'esprit humain façonne sa représentation en fonction même de ses structures opératoires qui constituent son intelligence. Ça, c'est le sujet constituant. L'esprit rêvait, le monde était son rêve, et on peut dire que l'on a là une sorte de structuration de la réalité, ce que le philosophe Alain traduisait par son image du moule à gaufres. Notre esprit est un moule à gaufres, et notre représentation, c'est la gaufre qui sort du moule. Mmh. Expression un peu rapide, mais qui mettait l'accent sur cette constitution du sujet. Or, on a affaire là à un sujet qui avant d'être constituant, est peut-être simplement un sujet instituant, ce qui ôte à sa constitution cette valeur, disons, créatrice, puisque ce n'est qu'une construction parmi d'autres, et Merleau-Ponty allait plus loin encore dans la critique de la notion de sujet, puisqu'il voulait que ce sujet ne fût en définitive qu'un sujet institué. Or, dans ce contexte, on comprend très bien la prise de parti de Simone Weil. Elle est déjà au fait de ce qui se prépare, de ce qui se construit dans le secret des pensées et dans le secret des cœurs, à savoir un abandon de la notion de sujet ou du sujet constituant au profit d'un simple sujet institué qui donc est relatif aux conditions de cette institution. Et c'est ça précisément qui va marquer un Jean-Paul Sartre lui-même, oui, dans son petit livre La transcendance de l'ego, où il essaie de montrer comment, pour sa part, il s'est affranchi de la tutelle du sujet, de la notion de sujet, pour lui substituer l'arbitraire d'un sujet façonnant le monde à sa guise et à sa gouverne, sans que cette construction du monde ait la moindre authenticité, la moindre valeur. Elle est accidentelle. Elle est le fait d'un homme dans une certaine société, dans une certaine culture, dans un certain milieu. Or, on voit comment Simone Weil semble au fait déjà de tous ces débats, oui, qui pourtant
ne seront vraiment explicites que plusieurs années plus tard, Merleau-Ponty par exemple, et comment à partir de là, elle en vient à s'interroger sur ce qui nous rapporte à l'existence. La balle qui est venue fracasser la colonne vertébrale, l'épine dorsale de Joe Bousquet, c'est comme une sorte de clou qui le situe dans le monde, qui le fiche dans l'existence, qui lui impose son destin. C'est ça. Alors que le sujet institué, comme le montre bien l'appellation utilisée plus tard par Maurice Merleau-Ponty, est une simple construction culturelle, sans qu'il n'ait d'autre valeur que cela. Une construction culturelle qui en garde le caractère aléatoire et contingent, le caractère relatif. C'est cette relativité du sujet que fait apparaître cette lettre, auquel s'oppose l'absolu de ce destin qui fracassa un homme pour le clouer au pilori de la souffrance. C'est ça qui fait notre destin. Et elle se demande quel est mon propre rapport à l'existence. Et la question, elle la pose pour tous les lecteurs qu'elle aura par la suite. Est-ce que c'est le sujet qui nous inscrit dans l'existence ? Est-ce que ce n'est pas plutôt ce clou du destin qui peut nous épingler sur la toile du monde pour le meilleur comme pour le pire ? Comme pour le plus douloureux. Est-ce que ce sujet, justement, cette discussion entre eux par rapport à la souffrance notamment et le sens qu'on peut y trouver ou que cette souffrance peut donner à la vie, votre avis, monsieur Pierre Magnard, prend-il une actualité par rapport à ce qui se passe comme réflexion aujourd'hui en France, notamment par rapport à l'euthanasie ? Parce que on peut se poser aussi la question de à quoi bon vivre dans de telles souffrances ? Est-ce que là, il y a quelque part peut-être une lueur dans cette correspondance entre Joe Bousquet et Simone Weil ? C'est justement ça, l'intérêt de la lettre. Parce que je me suis attardé sur les préambules qui justifient les considérations morales qui l'accompagnent. Et les considérations morales qui l'accompagnent, c'est au fond une exhortation qu'elle adresse à Joe Bousquet pour lui faire valoir que ce qu'il vit a quelque chose d'essentiel. D'essentiel pour lui, mais d'essentiel pour les autres. Et de lui montrer que celui qui est ainsi cloué au pilori de l'existence, ce n'est pas Joe Bousquet, c'est à travers Joe Bousquet l'humanité tout entière. Il représente un peu chacun d'entre nous dans la mesure où nous sommes soumis à conditions. C'est un mot qu'il serait bon de faire intervenir, la condition humaine. La condition humaine telle qu'elle est très souvent invoquée dans ces années 45-50. Mais parce qu'elle était déjà très invoquée en deçà, c'est-à-dire dans les années 35-36, où Simone Weil concevait sa propre philosophie. C'est la période où Malraux devait écrire la condition humaine. Cette condition qui signifierait que ce qui est primordial, ce n'est pas cette subjectivité que nous nous donnons pour survivre plus souverainement, plus agréablement, mais que c'est peut-être quelque chose d'autre, la condition, c'est-à-dire l'état dans lequel nous avons été mis au monde, condéré, qui veut dire créé. Nous avons été créés tel homme, dans telle condition. Et ce que Joe Bousquet doit comprendre, c'est que ce qu'il a en charge, ce qu'il vit à travers ce clou, qui le cloue au destin, et qui constitue son destin, c'est
la condition tout entière de ceux qui sont astreints à une existence qu'ils n'ont pas choisie. Et c'est cet élargissement que Simone Weil essaie de faire entendre à son interlocuteur. Alors évidemment, on aimerait retrouver des traces de ce dialogue que personne n'a consigné, mais il est évident qu'il s'agit de se départir de tous les secours de la philosophie, de toute la sagesse mondaine, qui est toute ordonnée à la subjectivité, pour bien comprendre qu'il y aurait une autre philosophie à envisager l'homme dans sa condition, à envisager l'homme dans son existence, et pour nous qui dans les années 47 ouvrions pour la première fois la pesanteur et la grâce, c'est bien une philosophie de l'existence que nous y trouvions capable de répondre aux défis sartriens ou aux défis hegeliens. Merci, M. Magnard.